autre série des causeries de Camille Flammarion. Aujourd'hui, la vue des événements futurs, l'avenir présent et le déjà-vu. Parmi les facultés de l'âme inconnues à étudier, si nous avons quelques soucis de constituer une psychologie expérimentale fondée sur des faits d'observation positive, je signalerai maintenant celle qui permet de voir l'avenir, de voir ce qui n'existe pas encore. De même que l'âme voit à travers l'espace, elle voit à travers le temps. J'ai écrit un ouvrage non encore imprimé sur ce sujet, La vue de l'avenir. Prémonition, précise authentiquement constatée, rêve prémonitoire, fait vu d'avance avec l'exactitude la plus détaillée, dilemme de la vue de l'avenir et de la liberté humaine, du déterminisme et du libre arbitre. Mon intention n'est pas de m'étendre ici sur ce vaste sujet, mais puisqu'il s'agit des facultés spéciales de l'âme à affirmer, il est opportun de joindre aux observations précédentes de la vue sans les yeux, celles qui vont suivre et qui ne sont pas moins dignes d'attention, et notamment le fait de ce qu'on appelle le déjà-vu. Fort controversé, fort discuté, mais incontestable pour ceux qui ont suffisamment étudié la question et qui ont pu prendre le temps de comparer rigoureusement les observations. Les événements futurs peuvent être vus d'avance, très exactement et incontestablement. Ce n'est point par des considérations métaphysiques, mais par la méthode expérimentale que nous devons traiter ici cette grave question. Mon attention était appelée pour la première fois sur ce fait, en apparence inadmissible au printemps de l'année 1870, par le récit que l'on va lire d'une observation faite par une personne douée d'un esprit éclairé et judicieux, la princesse Emma Carolat, qui, très amie de la France, venait vers cette époque chaque année à Paris et aimait à s'entretenir avec moi de ces grands problèmes. La guerre inattendue entre l'Allemagne et la France frappa sa vive sensibilité, et cette jeune femme survécut à peine à ce désastre international, préface du cataclysme de 1914. Cette lettre est l'une des dernières que j'ai reçues d'elle, et ce rêve prémonitoire est remarquablement explicite. Je l'ai déjà signalé dans mon ouvrage L'inconnu. Il date d'une dizaine d'années avant 1870, le voici abrégé. Je venais de m'endormir, très anxieuse sur la santé d'une personne aimée, et je me trouvais transporté en rêve dans un château inconnu, dans un cabinet octogone tendu en damas rouge. Il y avait un lit où dormait la personne dont la santé m'inquiétait. Une lampe suspendue à la voûte inondée de lumière, la face pâle, mais souriante, encadrée d'une opulente chevelure noire. Au chevet du lit, je vis un tableau dont le sujet se grava si étrangement dans ma pensée qu'à mon réveil j'aurais pu le dessiner. C'était un Christ couronné de roses par un génie céleste, avec des versets de Schiller que j'ai lus. 2 ans après, appelé en villégiature dans un château du fond de la Hongrie, je m'arrêtai tressaillant en pénétrant dans l'appartement qui nous était destiné. J'étais dans le cabinet octogone tendu en damas rouge, devant le lit et devant le tableau du Christ couronné de roses, avec les versets de Schiller. Jamais ce tableau n'a été copié ou reproduit, et il était impossible que je l'eusse vu autrement que dans le rêve, pas plus du reste que dans le cabinet octogone. Emma, princesse Carolat, à Wiesbaden, 5 mars 1870. Depuis cette époque déjà lointaine de 1870, mon attention a été souvent appelée sur cet ordre de faits, que j'ai été conduit à examiner avec un soin particulier. Le travail que je mets aujourd'hui sous les yeux du lecteur représente donc près de 50 ans d'observations variées, et je le présente avec toute la confiance que peut justifier cette lente élaboration. On peut objecter à ce rêve comme aux autres analogues qu'il n'a pas été écrit et daté par un timbre postal oblitéré avant sa vérification, ce qui serait assurément une garantie absolue, et que dans l'esprit de la narratrice, il peut s'être arrangé en conformité avec l'événement observé, de sorte que sa prétendue vérification serait illusoire. Mais cette objection n'a guère de valeur, puisque c'est au contraire sa vérification inattendue qui a frappé l'observatrice.
On attache d'importance à ces rêves que lorsqu'ils se réalisent, et on ne prend pas la précaution de les écrire d'avance. On peut objecter aussi que l'on voit en rêve bien des pays et bien des scènes que l'on ne revoit jamais réellement, que l'on ne remarque que des coïncidences plus ou moins approchées, arrivant par hasard, et que pour une coïncidence qui se présente 1000 ne se produisent pas. Supposez qu'en voyant une chambre, une maison, un paysage, une sorte de rêve subi et fugitif peut traverser le cerveau à ce moment et donner l'impression du déjà-vu, est une autre hypothèse, et déjà des explications sont proposées pour ces étérisations apparentes. Nous discuterons plus loin ces objections et nous examinerons toutes les explications. Quant à présent, remarquons qu'il y a différentes sortes de rêves physiologiques et qu'il s'agit ici non de rêves plus ou moins vagues, mais de vues précises qui frappent assez d'attention pour être retenues dans tous leurs détails. Mais ne discutons pas en ce moment, exposons les faits. Le lecteur impartial sera le meilleur juge. Notre devoir est de constater les faits librement et sans idée préconçue. Ce ne sont pas les hypothèses qui constituent la science, ce sont les observations dans les sciences psychiques comme dans les sciences physiques et naturelles. Je ne veux pas revenir ici sur les exemples si nombreux, 195 exemples, et si démonstratifs de prévision de l'avenir publiés dans l'inconnu. Mais j'en ai reçu depuis cette époque 1899, un grand nombre d'autres qui peuvent intéresser les lecteurs soucieux des mêmes problèmes. Le déjà-vu fait partie des phénomènes encore inexpliqués de la prévision de l'avenir que nous étudions dans ce chapitre comme faculté de l'âme prouvant ses réalités intrinsèques. On considère généralement cette impression du déjà-vu comme une illusion. On lui a donné les noms de fausse reconnaissance, fausse réminiscence, perversion de la mémoire, paramnésie, mémoire ancestrale et autres dénominations hypothétiques. J'invite les chercheurs qui souhaitent connaître exactement la vérité à méditer sur l'ensemble des constatations suivantes. Et tout d'abord celle-ci, qui à elle seule suffirait pour prouver cette réalité. Le déjà-vu, annoncé nettement et strictement par des rêves prémonitoires, est un fait qui ne peut pas être nié, tout inexplicable qu'il soit, encore dans l'état actuel de notre psychologie. Voici par exemple une relation loyale et irrécusable, écrite par un digne prêtre du diocèse de Langres, le chanoine Garnier, ancien professeur au petit séminaire, dans lesquels on va voir une scène de ce genre dont il est impossible de douter. C'était en 1846, la deuxième année de mon grand séminaire. Une nuit, pendant mon sommeil, je voyageais en esprit. La route que je suivais, blanche, unie, et bordée d'arbres assez distants les uns des autres, semblait descendre des flancs d'une montagne en pente douce et gagner une plaine s'étendant à perte de vue. Le soleil s'abaissait vers l'horizon, entre 4 et 5 heures du soir, et versait sa paisible lumière sur la campagne, avec des nuances plus faciles à imaginer qu'à décrire. Je me trouve arrêté tout à coup, sans savoir ni pourquoi ni comment, à un endroit où une autre route coupe à angle droit celle que je suis. Et il n'y avait pourtant rien d'extraordinaire qui pouvait captiver le regard du voyageur, ni même attirer son attention. Cependant, je me vois encore là arrêté, droit comme une statue, contemplant avec une satisfaction spéciale pas grand-chose, une de ces scènes champêtres qu'on voit tous les jours. À gauche, je remarque que la route coupe la mienne, contourne la montagne, où, par conséquent, on avait élevé un petit mur d'1 mètre à peu près, qui longeait la route pour soutenir la terre. Le long de ce mur étaient plantés 3 gros arbres qui donnaient un épais ombrage. À 30 pas environ du point où j'étais sur la route, en face de moi, dans une cour bien nivelée, s'élevait tout contre la route, une maison assez coquette, blanchie à la chaux et bien ensoleillée. L'unique fenêtre située du côté de la route était ouverte. Derrière la fenêtre était assise une femme bien habillée, quoique simplement. Le rouge dominait parmi les couleurs voyantes de son vêtement. Sur sa tête était un bonnet blanc d'étoffe très légère, percé à jour, dont la forme m'était inconnue. Cette femme paraissait avoir une 30aine d'années. Devant elle, debout, se tenait une jeune fille de 10 à 12 ans, que je pris pour la sienne, car elle regardait attentivement sa mère qui tricotait et lui apprenait son métier. Elle était en cheveux et sans chaussures, habillée à peu près comme la maman. À côté de la jeune fille, 3 enfants se roulaient par terre,
Un petit garçon qui pouvait avoir de 4 à 5 ans, se tenant sur ses genoux et montrant un objet à ses deux petits frères moins grands que lui pour les amuser. Ceux-ci étaient à plat ventre devant leurs aînés, tous trois absorbés dans leur admiration. Les deux femmes m'avaient jeté un rapide coup d'œil quand elles m'avaient aperçu campé sur la route et dirigeant mes yeux de leur côté. Elles n'avaient pas bougé. C'est qu'elles voyaient souvent passer des voyageurs. Un chien, assez gros, était étendu de tout son long à côté d'eux, et de temps en temps se grattait pour mettre les puces en déroute. Par la porte grande ouverte, je pus voir autour d'une table, au fond de la pièce, 3 hommes, assis sur des bancs, 2 d'un côté et l'un de l'autre, jouant et buvant. Ils avaient l'air d'être des ouvriers, occupés dans le voisinage. Ils portaient le tablier de toile, le chapeau noir pointu des Abruzzes. De l'autre côté, à droite, 3 moutons broutés de l'herbe, peu appétissante, pour passer le temps. Ils se donnaient des coups de tête par amitié. À côté, 2 chevaux, un roux et un blanc attachés au mur. Un joli petit poulain allait çà et là pour se distraire, et se dirigea vers la table des joueurs, sans doute pour prendre une leçon et leur friser les cheveux avec son museau. Le jeune innocent reçut une bonne gifle pour sa récompense. Je remarquai encore 4 ou 5 poules et un coq d'assez belle taille, orné d'une magnifique queue dont les plumes vertes et noires ornent les casques des bersagliers italiens. Ces pauvres volatiles cherchaient leur pitance dans la cour dont l'herbe desséchée par le soleil cachait à peine la blanche poussière. Tel est le modeste paysage que je contemplais, tout à fait content. L'espace de 10 minutes peut-être, et qui disparut soudainement comme il était venu. Avant je ne voyais rien, après je ne vis plus rien, et je le croyais noyé dans le fleuve de l'oubli pour l'éternité. Voici comment il ressuscita, gravé pour toujours dans ma mémoire et mon imagination. Je vois encore aujourd'hui ce petit coin de terre, comme je le vois le clocher de mon village. En 1849, je me payais avec 2 amis le voyage d'Italie. Descente à Marseille, un coup de pied à Gênes, escale à Livourne, Sienne, Florence, puis marche sur Rome assez rapide. Nous traversons un hameau des Apennins. Un bon legno reçoit nos augustes personnes. 5 forts chevaux tirent le coche, partent comme l'éclair et font retentir leurs 1000 grelots. Le véturino ou postillon, habillé du chapeau d'Afrique ou plutôt en arlequin, claque du fouet sempiternellement à se démancher le bras, fait sortir les curieux dans la rue et expose sa vaillance aux yeux de la multitude. On n'a pas le temps d'admirer assez nos seigneuries, notre carrosse ne marche pas, il vole. Mais, au sortir de la cité, toute ardeur disparaît. Nous tombons dans le calme plat, nous atteignons la crête de la montagne. Arrêt de 5 minutes, 4 fiers coursiers remplacent nos rossinantes et fouettent cocher. La voiture vole avec la poussière. Nous descendons comme un ouragan en recommandant notre âme à Dieu. Ce n'était pas trop car j'ignore comment nous avons fait pour nous retrouver avec tous nos membres après une course de casse-tout. Enfin, la voiture prend une allure raisonnable et arrive à un relais sans avarie. Pendant cet arrêt, je regarde par la portière et subitement la sueur me prend. Mon cœur bat le tambour et je porte machinalement la main à ma figure comme pour ôter un voile qui me gêne et m'empêche de voir. Je frotte mon nez, mes yeux comme l'endormi qui se réveille brusquement après un songe. Je crois rêver, vraiment, et cependant mes yeux sont bien ouverts. Je m'assure que je ne suis pas fou ni la victime d'une illusion toute singulière. J'ai devant les yeux le petit paysage que j'avais vu en rêve jadis. Rien n'a changé. La première pensée qui me vient après avoir repris mon bon sens, un instant troublé, c'est celle-ci. J'ai déjà vu cela, je ne sais pas où, mais j'en suis bien sûr, c'est certain. Pourtant jamais je ne suis venu ici, puisque c'est la première fois que je viens en Italie. Comment cela se fait-il ? Voilà bien les 2 routes qui se croisent, le petit mur qui soutient les terres du côté de la cour, les arbres, la maison blanche, la fenêtre ouverte, la mère qui tricote et la fille qui regarde, les 3 bambins qui s'amusent avec le chien, les 3 ouvriers qui boivent et jouent, le poulain qui va prendre une leçon et reçoit une claque, les 2 chevaux, le mouton, rien n'est changé. Les personnages sont les mêmes, exactement tels que je les ai vus, comme je les ai vus, faisant les mêmes choses, dans la même attitude, avec les mêmes gestes, etc. Comment tout cela s'est-il fait ? Je n'en sais absolument rien. Mais le fait est certain, et depuis 50 ans, je me le demande, mystère. Premièrement, j'ai vu en rêve, et deuxièmement, j'ai vu en vraie réalité 3 ans après.
Abbé Garnier, lettre numéro 901. Tel est le récit textuel. Je l'ai donné dans sa longueur, au lieu de le résumer, car chaque détail est intéressant. Si nous admettons ce récit, il semble bien difficile de s'y refuser. L'auteur n'étant ni le premier venu, ni un farceur, ni un illusionné, nous avons devant nous deux faits observés. Premièrement, un rêve éprouvé en des conditions connues, dans une chambre du grand séminaire de Langres, et deuxièmement, une vue du panorama de ce rêve 3 ans après. Les psychologues qui enseignent que le déjà-vu est une illusion sont dans l'erreur. La scène observée a réellement déjà été vue antérieurement. Sans doute, on peut penser qu'en 50 ans, une association plus complète des deux scènes, celle du rêve et celle du voyage, s'est faite, tout naturellement. Il y a bien eu 2 vues successives, l'une en rêve, l'autre en réalité, et la première avait trop frappé ce jeune abbé pour que l'on puisse douter. Cette histoire nous rappelle le rêve prémonitoire de Niort à Saint-Mexan que mes lecteurs connaissent déjà. Monsieur Groussard, curé de Saint-Radegonde, étant en pension à Niort à 15 ans, rêvant être à Saint-Mexan, ville qu'il ne connaissait que de nom, avec son maître de pension, sur une petite place auprès d'un puits en face duquel était une pharmacie, et voyant venir à lui une dame de la localité qu'il reconnut pour l'avoir vue une seule fois à Niort. Cette dame, en l'abordant, lui parla d'affaires qu'il trouva si extraordinaires que dès le matin elle en fit part au patron. On appelait ainsi le chef de l'institution. Celui-ci, très étonné, lui fit répéter cette conversation. Quelques jours après, ayant eu affaire à Saint-Mexan, il emmena avec lui. À peine arrivés, ils se trouvèrent sur la place vue en songe, aux 2 points marqués sur un plan qu'il m'envoya, et virent venir à eux la dame en question, qui eut avec le patron la conversation telle que l'élève l'avait racontée, absolument mot à mot. Ces faits sont plus fréquents qu'on ne pense. Pour ma part, j'ai reçu communication d'un grand nombre, et en voici un dans lequel une vue précise de scènes à venir se manifeste bien clairement. En juin 1898, je vivais près d'un oncle que j'aimais beaucoup. Sa santé était devenue chancelante. Nous crûmes devoir changer d'appartement pour une maison exposée au midi et entourée d'un grand jardin. La veille du déménagement, à 11 heures du soir, je pensais très éveillé, seul dans ma chambre, au chagrin que j'éprouvais de quitter l'appartement très aimé, quand tout à coup, je vois le jardin dans notre nouvelle habitation se dessiner, tel qu'il était alors, très ombreux et fleuri, puis il devint plus clair, plus grand, semblait-il, et je le vis comme il devrait être en hiver. La tonnelle de lierre seule subsistait comme verdure. Et je vis en même temps 2 employés des pompes funèbres, un grand et un petit descendant le chemin qui menait à la rue. Cette vision très intense me frappa beaucoup d'abord, puis je n'y pensais plus, au milieu des préoccupations que me causait l'état de mon oncle. Or, 7 mois plus tard, en janvier, mon oncle mourait. Et le jour de l'enterrement, quelques instants avant la levée du corps, je vis les 2 employés des pompes funèbres, un grand et un petit, qui descendaient le chemin à l'endroit même où ma vision me les avait montrés. Veuillez excuser, cher maître, la liberté si grande que j'ai prise de vous écrire, et recevez mes plus respectueuses salutations. Marie Lebas, 15 rue Corneille, Le Havre, lettre numéro 920. Cette lettre m'avait évidemment qu'un but, très désintéressé, celui de me signaler un fait de vue de l'avenir exactement constaté. Nous pourrons imaginer que l'auteur prévoyait la mort de son oncle, mais c'est tout. Avoir vu ce qui se passerait 7 mois plus tard, le paysage d'hiver, les 2 hommes funèbres et en dehors du cadre rationnel normal, ce déjà-vu ne pourrait s'expliquer, comme on le prétend, par une vision au moment de l'événement, attendu que l'auteur l'a éprouvé à une soirée de juin 1898 et que le fait s'est passé en janvier 1899. Les constatations du déjà-vu sont très nombreuses. Celle que voici m'a été envoyée par une lectrice de la Nouvelle Mode du 26 mai 1918, article « La glane ». Je rêve être en vacances où je vais l'habitude. Mais la chambre que l'on m'offrait était différente de la mienne, et derrière une armoire je voyais grandir des flammes. Songe banal, je l'oubliais. 6 mois après, j'arrive à destination. On me conduit dans un tout petit pavillon. Quoique jamais vu au préalable, je reconnais ce petit coin qui m'est destiné. L'armoire, bien au même endroit, me remet l'incendie en mémoire. J'en fais part et l'on me rassure. Depuis 10 ans, aucun feu n'a détérioré la localité. Bref, je commençais à ne plus craindre.
lorsque vers la 4e semaine, le Tosquin, un immense incendie, consumait une ferme non loin de mon habitation, activé par la paille et le fourrage, et venant lécher le mur où se trouvait la dite armoire. Aimé Roger. Encore une fois, ces prémonitions ne sont ni aussi exceptionnelles ni aussi incertaines qu'on le suppose. Dans son ouvrage documenté sur les phénomènes prémonitoires, le savant italien E. Bozzano rapporte le fait suivant qui est véritablement typique en ce qui concerne le déjà-vu. Le chevalier Giovanni de Figueroa, l'un des maîtres d'escrime les plus forts et les plus réputés de Palerme, raconte ce qui lui est arrivé à lui-même. Une nuit du mois d'août de l'année 1910, je m'éveillai sous l'impression d'un songe qui avait été si vif que j'éveillai ma femme et le lui racontai immédiatement dans tous ses détails étranges, curieux et précis. Je me trouvais dans un endroit champêtre, sur une route blanche de poussière par laquelle je pénétrais dans un vaste champ cultivé. Au centre de ce champ s'élevait une construction rustique, avec rez-de-chaussée pour magasin et étable. À droite de la maison, je voyais une espèce de cabane en bois, formée de brasées de feuilles et de bois sec. Et il y avait aussi un char dont les côtés étaient rabattus, et sur lui des harnais pour la bête de somme. Là, un paysan dont la physionomie m'était restée vive et nette, vêtu d'un pantalon sombre, la tête recouverte d'un chapeau mou noir, m'approchait en m'invitant à le suivre, ce que je faisais. Il me conduisit derrière la construction, et par une porte étroite et basse, nous entrâmes dans une petite étable de 4 ou 5 mètres carrés au plus, pleine de fange et de fumier. Dans cette petite étable se trouvait un court escalier de pierre qui tournait intérieurement au-dessus de la porte d'entrée. Un mulet était attaché à une mangeoire mobile, et avec la partie postérieure de son corps, obstruait le passage pour atteindre aux premières marches de l'escalier. Le paysan, m'ayant assuré que la bête était tranquille, je l'obligeai à se déplacer, et je gravis l'escalier, au bout duquel je me trouvais dans une petite chambre ou grenier, avec parquet en bois, et j'observais, pendus au plafond, des pastèques d'hiver, des tomates en grappe, des oignons et du maïs. Dans cette même chambre qui servait d'antichambre, étaient réunies 2 femmes et une petite fille. De ces 2 femmes, l'une était vieille, l'autre jeune. Je supposais que celle-ci était la mère de l'enfant. Les traits de ces 3 personnes restèrent aussi vivement gravés dans ma mémoire. De la porte qui donnait dans la chambre contiguë, j'apercevais un lit pour 2 personnes, extrêmement haut, comme je n'en avais jamais vu. Voilà le rêve. Au mois d'octobre suivant, je dus me rendre à Naples pour assister dans un duel notre concitoyen M. Amédée Brucato. Ce n'est pas le moment d'exposer des incidents, les ennuis et les déplaisirs qui m'y assaillirent par l'effet de cette assistance. Je dirai seulement, en ce qui concerne le rêve, que l'incident m'amena à un duel personnel. Ce duel eut lieu le 12 octobre, jour où, avec mes seconds, le capitaine Bruno Palamenghi du 4e Bersaglieri en garnison à Naples et Francesco Bussardo, j'allais en automobile à Marano, où je n'avais jamais été de ma vie, et dont je ne connaissais pas même l'existence. À peine enfoncé de quelques centaines de mètres en rase campagne, la première chose m'impressionna vivement fut la route large et blanche de poussière que je reconnus pour l'avoir vue. Mais quand? En quelle occasion? Nous nous sommes arrêtés aux limites d'un champ qui ne m'était pas inconnu parce que je l'avais déjà vu. Nous sommes descendus de l'automobile et nous avons pénétré dans le champ par un sentier bordé de haies et de plantes, et je dis au capitaine chevalier Bruno Palamenghi, qui était à mes côtés, « Je connais cet endroit, ce n'est pas la première fois que j'y viens. Au bout du sentier, il doit y avoir une maison. Là, à droite, il y a une cabane de bois. » Il y avait en effet tout cela, et aussi un char aux côtés rabattus, contenant des harnais pour bêtes de trait. Un instant après, un paysan à pantalon noir, à chapeau mou et noir, exactement celui que j'avais vu 2 mois auparavant en rêve, vint m'inviter à le suivre derrière la maison, et, au lieu de le suivre, je le précédai vers la porte de l'étable que je connaissais déjà. Et en entrant, je revis le mulet attaché à la mangeoire. Alors, je regardai le paysan, presque pour l'interroger sur l'inoffensivité de l'animal, parce que sa croupe m'empêchait de gravir le petit escalier de pierre, et celui-ci m'assura, comme dans le rêve, qu'il n'y avait pas de danger. Ayant escaladé les marches, je me trouve dans le grenier où je reconnais au plafond les pastèques, les tomates en grappe, les oignons, le maïs,
et dans la chambrette, dans un angle à droite, les 3 femmes, la vieille, la jeune, l'enfant tel que je les avais vus dans le rêve. Dans la chambre voisine, où je dus entrer ensuite pour me dévêtir, je reconnus le lit qui m'avait tant étonné dans le rêve par sa hauteur, et j'y plaçai mon veston et mon chapeau. J'avais parlé auparavant de mon rêve à plusieurs de mes amis, à la salle d'armes, au cercle d'escrime et ailleurs. Personnes qui peuvent tout en faire foi. Le capitaine Palamanghi, l'avocat Tommaso Forcasi, Monsieur Amede Pricato, le comte Dantal Diaz et Monsieur Roberto Giannina de Naples furent témoins de ma motion précise des lieux et des personnes qui eurent leur place dans les événements de ce duel. Ma parole de galant homme suffira, je crois, pour assurer la vérité de ces choses. Pourtant, s'il était absolument nécessaire de recourir à la preuve du témoignage, je n'ai pas de difficulté à écrire un par un aux amis susnommés, qui, j'en suis sûr, ne manqueraient pas de répondre à mon désir. Voilà les faits, l'interprétation regarde les savants. Signé Giovanni de Figueroa. Cet épisode, écrit Bozzano, est particulièrement digne d'attention, parce que son authenticité ne saurait être mise en doute, le rapporteur étant une personne qui connaît la valeur d'une parole d'honneur et la circonstance que le percipient a rencontré au rêve avant sa réalisation, excluant l'hypothèse que l'impression du déjà-vu pourrait être réduite à un fait mnémonique. Bozzano est spiritualiste et convaincu de la réincarnation. Pour lui, la vue de l'esprit concilie les apparentes contradictions. Il ne me semble pas que l'explication du mystère soit actuellement donnée. Nous avons encore à étudier. Voir ce qui n'existe pas, ce qui n'existera que dans l'avenir, 3 ans après, 3 mois ou 3 jours après, peu importe. Mais ce qui n'existe pas actuellement est inadmissible pour tous ceux qui ne sont pas au courant de nos études, quoique ce soit certain pour nous. Mes documents sur ce point sont nombreux, en voici un autre. Monsieur Platnev, fonctionnaire du gouvernement du tsar de Russie, assesseur du collège, m'écrivait en 1899, lettre numéro 777, qu'il a vu en rêve son ami Ozrov apporté dans un cercueil entouré de parents et d'amis, qu'il ignorait alors où il habitait et quel était son état de santé, et que presque le même jour il était mort à Vikny Valotchek, ville du gouvernement de Tver. Cette même lettre porte qu'un des serviteurs de la chancellerie du gouvernement de Tver, M. Ivan Sassonov, très estimé de l'auteur de cette lettre, a vu un jour, étant entièrement éveillé en passant devant une maison, un escalier en pierre qui se trouvait à l'extérieur et qui n'existait pas. M. Platnev, étant passé par là, 2 fois le même jour, constata que cet escalier extérieur n'existait pas. En effet, mais passant là 3 ou 4 jours après, il remarqua que l'on y avait apporté des pierres blanches, que l'on démolissait l'ancien escalier, que l'on en bâtissait à nouveau. Ainsi, cet escalier non existant a été vu avant d'être construit, et l'observateur passant là aurait été convaincu naturellement de l'avoir déjà vu. Voici un autre fait non moins bizarre. Le professeur Bohm, qui enseignait les mathématiques à Marbourg, étant un soir avec des amis, fut pénétré tout à coup de la conviction qu'il devait rentrer chez lui. Mais, comme il prenait très tranquillement son thé, il résista à cette impression qui revint cependant avec une telle force qu'il fut obligé de céder. Arrivé chez lui, il trouva tout comme il l'avait laissé, mais se sentit poussé à changer son lit de place, si absurde que lui parut cet ordre mental. Il sentit qu'il devait le faire, appela le domestique, et il tira avec son aide le lit de l'autre côté de la chambre. Cela fait, il se sentit tout à fait à son aise et retourna finir la soirée avec ses amis. On se sépara à 10 heures, il rentra, se coucha et s'endormit. Il fut éveillé au milieu de la nuit par un grand fracas et s'aperçut qu'une grosse poutre était tombée, entraînant une partie de plafond et gisait à l'endroit que son lit avait occupé. Quelle est cette force mystérieuse qui nous avertit de la sorte? Oui, je le répète, tout cela paraît inadmissible, voire ce qui n'existe pas. La scène vue par l'abbé Garnier en 1849 n'existe pas en 1846. Cette jeune femme avait alors 3 ans de moins, l'un de ses enfants n'était pas né. L'oncle de Madame Lebas n'était pas dans un cercueil 7 mois avant sa mort. La scène du mois d'octobre à Marano n'existe pas au mois d'août, etc. Mais pouvons-nous nier des faits d'observation?
Cet ouvrage était déjà en voie d'impression quand j'ai reçu la lettre suivante, en réponse à une communication verbale qui m'avait particulièrement intéressé. Suivant le principe généralement adopté, j'avais prié l'auteur d'accompagner son récit d'attestation établissant l'antériorité du rêve sur la vue réelle. Voici cette lettre. Paris, le 9 septembre 1919. Ainsi que je vous l'avais promis, je vous envoie sous ce pli, revêtu de 2 attestations, le récit du rêve prémonitoire que vous avez manifesté le désir de publier. Heureux de vous soumettre cette observation, si précis, je vous prie d'agréer, etc. A. Sorel. En 1911, je me trouvais en rêve dans un paysage nouveau, en pays que je sentais inconnu. Sur une petite éminence aux molles courbes couvertes de fraîches prairies, je voyais un grand bâtiment d'aspect médiéval, moitié gentilhommière, moitié ferme fortifiée. De grands murs entouraient la construction de leur ceinture ininterrompue et patinée par les entents. 4 tours massives et peu élevées en flanquaient les angles. Devant la partie principale et dans la prairie, coulait un joli ruisseau aux eaux limpides et babillardes. Des hommes, des soldats plutôt, y puisaient de l'eau. D'autres allumaient des feux non loin des faisceaux de fusils rangés le long des murs. Ces hommes étaient revêtus d'un bizarre uniforme bleu pâle que je ne connaissais pas et portaient un casque qui me paraissait de forme étrange. Je me voyais vêtu moi-même d'un uniforme d'officier et donnais des ordres pour le cantonnement. Par un de ces phénomènes que beaucoup de personnes ont éprouvés, je pensais tout en vaquant à ces occupations, quelle drôle de situation, pourquoi suis-je ici et dans ce costume? Ce rêve m'ayant laissé au réveil une impression nette et précise, je ne laissais pas d'être intéressé par l'absence de ces détails incohérents ou ridicules qui peuplent notre sommeil, et par cette apparence d'harmonie et de logique dans l'absurde, car absurde m'apparaissait cette situation d'officier dans cette armée inconnue. Dans la journée, je parlais à mes proches de ce rêve et des soldats bleus qui l'animaient, puis je n'y pensais plus. Or, la guerre qui bouleversa tant d'existences fit de moi, après une série d'avatars, un lieutenant d'infanterie. Mon régiment se trouvait en 1918 au repos à l'arrière-front dans l'Aude. J'y conduisais mes recrues de la classe 1919. Depuis le petit jour, le bataillon marchait. La chaleur qui pâlissait, le vert tendre des grands seigles se faisait durement sentir à mes pauvres bleuets. Le nuage de poussière soulevé sur la route par les milliers de pieds alourdis ne me permettait pas de voir où nous étions. Je reçus l'ordre de faire la grande halte sous les murs du château qui se trouvait, me dit le fourrier, à 200 mètres sur la droite. Après avoir donné des instructions au chef de la section, j'allais rejoindre le chef du bataillon. Quelques minutes après, je retrouvai ma compagnie au détour de l'allée de peupliers qui me masquait le château. Le paysage apparu après le dernier arbre interposé me frappa immédiatement. Le nuage de poussière soulevé sur la route par des milliers de pieds alourdis ne me permettait pas de voir où nous étions. Je reçus l'ordre de faire le grand de halte sous les murs du château qui se trouvait, me dit le fourrier, à 200 mètres sur la droite. Après avoir donné des instructions au chef de section, j'allais rejoindre le chef de bataillon. Quelques minutes après, je retrouvai ma compagnie au détour de l'allée de peupliers qui me masquait le château. Le paysage apparu après le dernier arbre interposé me frappa immédiatement. C'était la prairie, en pente douce, toute parée de fleurs que juin répand partout. Les murs et les tours, tout était exactement semblable à ce que j'avais vu 7 ans auparavant, dans mon rêve. Il manquait cependant le joli et bruyant ruisseau et la porte monumentale. Comme je constatais cette différence entre le rêve et la réalité, un adjudant va me demander où la corvée devait aller prendre l'eau. « Mais au ruisseau, répondis-je en riant. Le sous-officier me regarda, étonné. J'ajoutai « Oui, s'il n'est pas de ce côté, il est pour sûr de l'autre côté de la construction. Venez avec moi. » Ayant doublé la tour de l'angle nord, j'aperçus sans étonnement le gai ruisseau courant sur les pierres moussues, et vers le milieu du mur la grande porte telle que je l'avais vue en rêve, avec ses piliers de vieilles briques. Les 2 sections de tête avaient déjà résolu le problème de l'eau. Les faisceaux étaient formés au pied des murs, à l'ombre desquels beaucoup de mes hommes goûtaient déjà le repos tant désiré. Le tableau ainsi formé était celui du rêve de 1911. Rien de sensationnel ne devait se passer en ces lieux. Ce rêve ne constituait donc qu'une vue saisissante dans l'avenir, me montrant notamment une future situation d'officier impossible à conjecturer en 1911. À Sorel, lettre numéro 4106. Attestation de Madame Sorel.
Je me souviens que mon mari m'avait parlé de ce rêve, dont les détails précis l'avaient frappé, à l'époque où il l'éprouva, 1er septembre 1919, Hélène Sorel. Attestation de Monsieur Sorel père. Je déclare que mon fils, Alfred Sorel, à l'époque où il fit ce rêve, m'en raconta les détails, et que le récit qu'il en fait est absolument exact. 4 septembre 1919, Sorel. Ce rêve prémonitoire est partiellement précis. Monsieur Sorel a vu, en 1911, un épisode de la guerre de 14-18, auquel il fut associé comme militaire. C'est un des cas analogues à celui qui a été décrit dans l'Inconnu, page 555. Monsieur Régnier, en voyant en rêve en 1869 dans un épisode de la guerre de 1870, dans ce cas et dans tous les analogues, se pose la question. Si l'on a vu à 1 an d'avance, ou 7 ans d'avance, ou 3 ans d'avance, comme dans le cas de l'abbé Garnier cité tout à l'heure, une scène qui devait être vécue à l'époque où elle est arrivée, c'est donc qu'elle devait nécessairement arriver. Que le libre arbitre de l'homme n'existe pas, et que la vraie doctrine est le fatalisme absolu. À telle date de 1849, l'italienne devait être dans cette maison de la route de Rome, avec 3 bambins, des ouvriers buvant, un poulain gambadant, etc. À telle date de 1870, M. Régnier devait être soldat en face de Prussiens et de Bavarois, et de se jeter à la baïonnette sur l'agresseur à telle date de 1918. M. Sorel devait envoyer des soldats chercher de l'eau devant la tour inconnue. Et il en est de même pour les centaines de cas analogues en vue de l'avenir. Que reste-t-il pour notre libre arbitre, pour notre liberté personnelle? N'y a-t-il pas là une contradiction absolue? Est-il possible d'admettre à la fois la liberté de nos actes et la vue du futur? Cette question sera discutée amplement au chapitre suivant. Qu'il me suffise de dire en ce moment qu'elle est d'une extrême subtilité, mais peut cependant se résoudre par la conciliation de 2 antinomies en apparence si contraires, en imaginant que la volonté humaine est un des facteurs en œuvre dans la production des événements, qu'il arrive toujours quelque chose, mais que ce n'est pas fatal pour cela, et que l'on voit simplement ce qui arrivera. La pensée transcendante supprimant le temps n'existant pas en lui-même, et le passé comme l'avenir pouvant coexister dans un présent éternel. Si l'on se refusait à admettre cette conciliation, on serait conduit à affirmer à propos de la guerre de 1870 par exemple, que Bismarck n'est pas responsable d'avoir falsifié la dépêche d'Em pour précipiter la France dans l'abîme germanique ouvert par lui, et qu'en 1914, Guillaume II n'a aucune responsabilité non plus dans la rouerie autrichienne de l'exploitation du meurtre de Sarajevo. Autrement dit, il faudrait admettre qu'il n'y a pas d'homme méchant, roué, fourbe, imposteur, assassin, et qu'il n'y a pas non plus d'homme bon, humanitaire, dévoué, honnête, se sacrifiant au progrès moral et intellectuel de l'humanité. Nous traiterons en détail ce sujet au chapitre prochain, à propos de la communication qui m'a été faite en 1911 par Frédéric Passy. Dans l'étonnement où nous jettent ces sortes d'observations, on cherche toutes les hypothèses contraires à la simple admission des faits. On imagine par exemple, pour expliquer la sensation du déjà-vu, que l'impression produite sur la rétine par un paysage ou une scène quelconque est simultanément enregistrée dans la mémoire et dans la conscience, et l'on suppose que par la suite d'un retard même très faible, une fraction de seconde, l'emmagasinement se fait dans la mémoire avant que la perception consciente soit ressentie. Dans ce cas, le sens de la mémoire étant frappé un instant fugitif avant celui de la vision réelle, on croit que l'on a déjà vu antérieurement la scène présente en un temps antérieur à déterminer. Car une dixième de seconde même peut donner l'impression d'un temps très long, comme on le constate dans les rêves. Une autre hypothèse imagine que la perception d'une scène que l'on croit avoir déjà vécue peut être comparée au phénomène optique de la double réfraction qui fait réfléchir sur 2 plans différents une même image arrivant sur les 2 faces d'un prisme. Il y aurait une projection sur le plan du passé et une autre sur le plan actuel. Pendant un instant, notre âme verrait double. Ces explications ne sont pas dépourvues d'ingéniosité, mais d'une part, elles ne sont pas prouvées, pas du tout, et restent dans le domaine de l'imagination pure, ce qui n'a rien de la rigueur scientifique. Et d'autre part, les faits les contredisent lorsqu'ils ont été racontés auparavant, comme dans le cas de la place de Saint-Mexan, vue plusieurs jours d'avance par un jeune écolier de Niort qu'il ne connaissait pas. L'enfant atteint du coup l'accident vu la veille, du désespéré du docteur Liébaud, de l'élection de Casimir Perrier, etc. Dans ces cas, l'explication précédente n'a pas le sens commun, peut-être est-elle quelquefois applicable, mais exceptionnellement,
si même elle est vraie. Il faut donc chercher autre chose.